et dont vous avez la chance de vous servir déjà depuis plusieurs années, Mm. peut-être déjà, Ouais. en Suisse. Donc écoute, encore merci à toi et je te laisse la parole. Vous avez le plein écran, vous voyez les notes aussi? Non, on voit le plein écran. Enfin, Ok, personnellement, c'est bon. parfait. Donc, je vais vous faire un petit topo voilà, sur les examens cardiaques PET-CT Rubidium. Je vais faire ça en deux parties. Dans un premier temps, je vais plutôt présenter les intérêts que peut représenter cet examen par rapport notamment au MIBI. Et après, dans un deuxième temps, je ferai un petit retour d'expérience sur l'utilisation qu'on en a au CHUV à Lausanne, parce que c'est un examen qui est fait voilà, effectivement depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc le rubidium, il s'obtient par un générateur. L'élément pair, c'est le strontium 82, qui a une demi-vie de 25 jours. Donc en fait, ce qui fait que le générateur, on va le voir plus tard, il peut s'utiliser minimum 6 semaines. L'élément fils, c'est le rubidium, c'est celui qui nous intéresse. Il va se désintégrer très majoritairement en bêta+. Sa demi-vie, 76 secondes, elle est très courte. Ça elle nous oblige en fait à injecter le rubidium directement après l'élution. Et pour ça, on a vraiment besoin de systèmes automatisés qui vont permettre vraiment d'éluer automatiquement, puis d'injecter aussi automatiquement au patient qui est déjà installé en caméra. Ces systèmes d'injection, actuellement, il y en a deux qui sont commercialisés, autorisés sur le marché. Donc, on a le Braco, enfin le Cardiogène 82 qui est commercialisé par Braco, et le Rubifil qui est commercialisé par Jubilant Draximage. Il faut savoir que le Rubidium, ce n'est pas un examen qui est si récent que ça, parce que les premières études cliniques, précliniques, elles remontent à 1954, et les premières études cliniques ont été faites au début des années 80. Le premier injecteur qui a été autorisé, il date de 1989, c'est celui qu'on voit ici, donc le Cardiogène 82. C'est celui qu'on a utilisé au CHUV à partir de 2008. Et c'est avec celui-là qu'on a fait nos premières études cliniques, d'abord sur des volontaires sains et puis après sur des patients. Je vais y revenir après pour présenter un peu cette étude. Et actuellement, la dernière génération des injecteurs Braco, c'est celui qu'on voit en bas à gauche, qui a été approuvé par la FDA en octobre 2020. Après, côté donc Rubifil, c'est celui qu'on a actuellement au CHUV depuis 2010. Donc, il avait été adopté au CHUV dans l'optique de remplacer progressivement les scintigraphies au cestamidine. Et actuellement, depuis 2016, on a la troisième version du Rubifil. Si vraiment les Rubidium 82, donc c'est comme j'ai dit, ça remonte les premières études remontent à loin. Ça a été très peu utilisé au début parce qu'il y avait très peu de PET scans disponibles et on a vraiment une augmentation du nombre d'examens qui coïncide avec l'arrivée des TEP scans, mais vraiment à partir des années 2010, c'est monté vraiment en flèche, surtout en Amérique du Nord. Donc, comment fonctionnent ces injecteurs? C'est à peu près le même principe que ce soit du cardiogène ou du Rubifil. Donc, en fait, on fait passer une solution d'NaCl à travers la colonne ici, par un système de pompe, soit pompe péristaltique pour le Rubifil, soit un système de pousse-seringue en fait avec le cardiogène. Le but, c'est de vraiment maintenir un débit constant pour faire à travers la colonne. La petite subtilité, c'est qu'avec le Rubifil, on peut choisir nous-mêmes le débit qu'on veut faire passer, alors qu'avec le cardiogène, il est fixé, on ne peut pas le modifier. Ensuite, l'ELUA, une fois il est récupéré en sortie de générateur, il passe donc dans un activimètre. Aussi pour info, avec le Draximage, donc, il y a un activimètre qui est intégré dans l'injecteur, mais il ne servira pas à mesurer l'activité qui est injectée au patient. Il va uniquement servir pour nos contrôles quotidiens, les contrôles qualité quotidiens. L'activité injectée au patient, elle sera mesurée avec un photomultiplicateur qu'on va trouver en sortie de générateur. L'activimètre, il va aussi contrôler évidemment que le photomultiplicateur mesure bien la même chose. Et ensuite, après donc mesure de l'ELUA, on va l'injecter directement au patient par UNIV avec un filtre de 0,22 pour assurer l'asepsie. Il y a aussi un système de robinet 3 voies ici avec une connexion à un flacon déchet. Comment fonctionne le rubidium? En fait, c'est un analogue des ions potassium. Donc, il va être pris en charge par les pompes NH, ATPase qui vont échanger 3 ions sodium en échange de 2 ions potassium. Donc, on va avoir une accumulation du rubidium dans les cellules myocardiques. Ces pompes, elles fonctionnent en fait en fin de potentiel d'action quand la cellule elle est hyperpolarisée, qu'elle revient à son potentiel de repos.
Il faut savoir que cette cible-là, l'ion-potassium, ça fait l'objet de nombreuses études cliniques qui remontent à la fin des années 70. Il y a eu beaucoup de traceurs qui ont été testés, comme le rubidium 81, le potassium 43, mais qui n'ont pas donné des résultats très satisfaisants. Mais il y a aussi le thallium 205 qu'on utilise en scintigraphie, mais qui donne des images assez moyennes et une dosimétrie pour le patient pas très favorable. Et pourquoi on cherche à tout prix à utiliser des analogues du potassium? C'est parce que vraiment, grâce à ces traceurs-là, on arrive à avoir une quantification du flux sanguin myocardique, et donc on peut quantifier aussi le flux de réserve. Et on sait qu'une altération du flux myocardique ou du flux de réserve est un très gros facteur de risque pour un développement d'ischémie myocardique plus tard. Donc c'est pour ça depuis longtemps, on s'intéresse à ces traceurs. Le principal avantage en fait, de l'imagerie moléculaire en général, donc à la fois le MIBI mais aussi le PET, c'est qu'on arrive à visualiser l'impact d'une ischémie sur le tissu myocardique très tôt dans la physiopathologie de la maladie, beaucoup plus tôt par exemple qu'un ECG ou même qu'une imagerie anatomique, où ce serait plutôt à cette étape-là intermédiaire. J'ai listé donc les principaux avantages du rubidium. Vraiment, un des principaux avantages, c'est que du fait de sa demi-vie qui est très courte, il permet de faire des examens très rapides, à la fois stress et repos. De toute façon, comme j'ai dit, on doit injecter directement le rubidium après élution, quand le patient est déjà installé à la caméra. Et évidemment, on peut pas se permettre de faire des étapes de mise en seringue dans le laboratoire parce que la demi-vie est beaucoup trop courte. Les injecteurs, ce sont des injecteurs mobiles qui sont très facilement déplaçables d'une pièce à l'autre. Ça, c'est intéressant si jamais il y a 2 caméras PET dans le service, par exemple, parce qu'on peut faire 2 patients en parallèle. On injecte le premier patient, on le déconnecte, on fait l'acquisition de l'image après avoir déconnecté le générateur de la ligne d'injection. Et le temps qu'il se recharge, on peut changer l'injecteur de place, aller dans la seconde pièce et commencer à préparer le second patient le temps que le générateur se recharge. Sachant que ça se recharge assez vite, les générateurs de rubidium, puisque on compte en moyenne 6 minutes pour regagner 95 de l'activité maximale par élution. Mais les fournisseurs, que ce soit Bracco ou Jubilant, ils recommandent d'attendre 15 minutes pour avoir une élution de qualité maximale. Mais de toute façon, 15 minutes, c'est largement assez pour faire ces patients dans 2 caméras parallèles. Et c'est comme ça aussi que certains centres en Amérique du Nord s'organisent et ils arrivent à faire entre 20 et 25 patients par jour en fonctionnant comme ça. Les contrôles qualité aussi se font automatiquement au démarrage de l'injecteur et ils sont indispensables. Vous ne pourrez pas lancer une injection de rubidium tant que vous n'aurez pas validé ces contrôles qualité. L'autre gros avantage du rubidium, il est dû à sa demi-vie aussi, puisqu'il implique une très faible dosimétrie, à la fois pour les opérateurs et pour le patient. En fait, si on regarde l'injecteur, le générateur et l'activimètre, ils sont à l'intérieur du système, protégés donc par un bouclier plombé. Et vraiment, la seule partie où l'opérateur va se retrouver exposé à la radioactivité du rubidium, c'est la ligne d'injection du patient. Il faut savoir quand même qu'une injection, c'est 30 secondes maximum et qu'ensuite l'injecteur rince automatiquement la ligne. Donc vraiment, la durée d'exposition de l'opérateur, elle est hyper courte. Et toutes les étapes d'installation et de désinstallation du patient en caméra, pendant toutes ces étapes-là, il n'y a pas d'exposition de l'opérateur au rubidium. C'est pour ça que la demi-vie, on va le voir plus tard dans des études, elle est très très faible. Et la dose efficace aussi reçue par le patient par examen, elle est de 1,5 millisievert maximum. C'est une donnée là qui est fournie par les fabricants. J'ai fait un petit tableau pour comparer les examens rubidium et MIBI. Donc la grosse différence, elle réside en fait dans le nombre de phases d'examen, puisque le rubidium, le repos et le stress, ils sont faits en une seule phase. Les deux examens se suivent, sans temps d'attente entre les deux. Alors que pour le MIBI, on est obligé de faire, par exemple, le repos au début, puis l'effort après, et de respecter un temps d'attente entre les 2 examens, les 2 phases. Un examen rubidium, repos plus stress compris, c'est 30 minutes, sachant qu'un MIBI, dans le protocole classique, c'est pareil, 30 minutes par phase. Pour une caméra classique, on est maintenant à 6 minutes avec les caméras CZT, mais dans les 2 cas, on est obligé quand même d'attendre à peu près 3 heures entre les 2 phases, ce qui fait qu'un examen au MIBI sera beaucoup plus long qu'un examen au rubidium, si on reprend les protocoles classiques. Une différence notable aussi, c'est quand on veut faire l'épreuve de stress, avec le rubidium, on fera uniquement un stress pharmacologique,
alors qu'avec le MIBI, on a la possibilité de faire une épreuve d'effort qu'on ne peut pas faire avec le rubidium parce que le patient reste allongé en caméra. Alors, on pourra faire un stress à la dobutamine, mais on ne pourra pas faire d'épreuve d'effort. Voilà, j'ai remis la ligne sur la dosimétrie pour comparer avec le MIBI. Donc, actuellement, un examen MIBI, on a minimum 10 millisieverts de dose efficace pour le patient, puisque actuellement, les activités administrées sont de plus en plus faibles. Mais si on regarde le RCP du MIBI, on était à 15 ou 16 millisieverts avec des activités injectées quand même qui étaient plus élevées par contre. Les examens, dans les deux cas, ils sont synchronisés à l'ECG, puisque pour faire l'acquisition d'images, on est obligé de se positionner vraiment à la phase diastolique au moment où le cœur en fait bouge le moins. La principale différence, c'est qu'on fait avec le rubidium une quantification pure de la perfusion myocardique, alors qu'en fait avec le MIBI, on est dans du semi-quantitatif. On va vraiment comparer la perfusion au niveau de l'artère sténosée, on va la comparer avec une artère de référence qui est située sur un autre territoire du myocarde. Donc voilà, là c'est une présentation de la première étude qui avait été faite au CHUV à Lausanne, donc avec le premier injecteur Braco. Le but, c'était en fait d'optimiser, de modéliser la quantification du rubidium par les cellules myocardiques et d'avoir vraiment une quantification la plus linéaire possible. Parce que si on regarde en fait ce graphique-là, donc avec un ordonné la captation de l'isotope par les cellules du myocarde en fonction du débit coronarien, on voit que le traceur idéal, là, qui a vraiment une linéarité quasiment de 1 pour 1, c'est l'oxygène 15. Le rubidium est quand même assez mal situé si on ne le modélise pas. Encore moins bien, par exemple, que le thallium. Un petit peu mieux, par contre, pour les deux traceurs au TEC-MIBI et TEC-tétrophosmine. Et donc, le but, en fait, c'était de trouver une modélisation, établir un coefficient d'absorption du rubidium par les cellules myocardiques afin vraiment, par la modélisation, de se rapprocher de la linéarité de l'oxygène 15. Et alors, en fait, pour ça, ils ont donc d'abord pris une cohorte de patients sains, puis ensuite des patients atteints d'ischémie myocardique. Ils leur ont fait passer donc un PET rubidium au CHUV. Et ensuite, ces mêmes patients sont partis à Zurich pour faire le même examen, mais avec l'oxygène 15, puisqu'à Zurich, ils ont la possibilité de faire ces examens-là. Et en comparant les quantifications des deux examens, ils ont réussi à construire une modélisation pour vraiment avoir la linéarité la plus proche possible de celle que l'on a avec l'oxygène 15. Et c'est encore aujourd'hui cette modélisation qui est utilisée au CHUV pour faire nos quantifications. Ici, là, j'ai trouvé aussi, je présente 2 études de dosimétrie pour les opérateurs qui ont été faites. Donc ici, la première sur le tableau du haut, c'est une étude qui avait été faite en Angleterre. Ils ont voulu comparer l'exposition des opérateurs entre le MIBI, un TEC-MIBI et le rubidium, et ils ont découpé par étapes. On regarde qu'au niveau de la préparation des doses, il n'y a pas de différence. La principale différence, elle se situe au moment de l'épreuve de stress et de l'administration aussi, donc comme en phase de repos, et de l'acquisition des images. On a vraiment une grosse différence entre les examens MIBI et l'examen au rubidium. Pour info, là, c'était une dosimétrie d'ambiance. C'est qu'en fait, ils ont positionné des radars à différents endroits de la salle d'examen et ils ont mesuré l'exposition des opérateurs avec ces radars. C'est une dosimétrie plutôt d'ambiance. Alors que sur le tableau du dessous, là, c'était une étude qui avait été faite au CHUV par l'Institut de radiophysique, où là, ils ont comparé, mesuré la dosimétrie au cristallin, plutôt que de le faire par étapes, comme ici, ils l'ont fait par corps de métier. Et le but, c'était en fait de pouvoir trouver un facteur de conversion pour passer d'une dosimétrie cristallin et l'extrapoler pour estimer une dosimétrie corps entier. Donc, si on regarde ici les résultats par examen, alors c'est assez surprenant. Dans ce qu'il en ressort de cette étude, c'était le médecin qui était le plus exposé, alors que c'était lui qui passait le moins de temps dans la salle. Après, il faut peut-être aussi prendre avec précaution parce qu'il suffit que le patient soit assez difficile à installer ou un patient qui nécessite vraiment que le médecin reste à côté, près du patient beaucoup plus longtemps, et ça suffit à faire monter de façon significative sa dosimétrie. Mais par contre, si on regarde celle des infirmières et des manip radio, elles sont vraiment similaires. Et si on l'extrapole à une dosimétrie annuelle, on est assez loin, vraiment loin des doses maximales autorisées. Ici, c'était une dosimétrie cristallin, donc les dosimètres étaient portés par les opérateurs. Et quand on regarde quand même
ces résultats-là et ces résultats-là, on observe assez différence d'un facteur 5 entre ici et ici. Mais ça s'explique en fait principalement déjà parce qu'ici c'était du H10, donc une exposition plus en profondeur. Ici on était sur du HP007, donc une exposition plus en surface. Et ce qu'il faut quand même, ce dont il faut tenir compte, c'est que là c'était une dosimétrie d'ambiance. Ici c'était des dosimètres portés, donc je pense qu'ici quand même on aurait plutôt tendance à sous-estimer les expositions des opérateurs par rapport à ici où les dosimètres étaient portés. Ici, on a une étude qui va comparer vraiment les doses efficaces reçues par les patients sur les différentes techniques d'imagerie et aussi plutôt les gestes d'intervention par scanner, notamment les gestes, des procédures invasives. Donc, si on s'intéresse au PET-FDG et qu'on le compare par exemple à l'examen stress-repos au MIBI, on a quasiment un facteur 2 de dose efficace entre les deux examens. Donc déjà, on a une dosimétrie bien nettement favorable avec le PET-FDG. Mais alors, si on regarde là aussi les résultats qu'ils ont obtenus avec les TEP cardiaques au rubidium, on est entre 1 et 2 millisieverts en fonction de la caméra TEP qui a été utilisée. Sachant qu'ici, la dose injectée, elle est 2 fois plus faible que la dose injectée sur ce TEP-là. Donc ça confirme aussi vraiment là l'avantage du rubidium au niveau dosimétrie pour le patient. Alors là, j'ai fait un petit schéma d'installation pour l'injecteur, des tubulures au niveau de l'injecteur. Donc là, celle qui est schématisée ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le Ruby 7. Donc en fait, c'est celle qui va permettre de connecter le générateur à la ligne d'injection du patient, ici qu'on va connecter en B. La poche NaCl va se connecter en A. On a un système de valve ici, donc ouverture-fermeture, pour pouvoir soit injecter au patient, soit directement envoyer dans le waste. Chose intéressante avec le Draximage qu'on ne trouve pas avec le cardiogène, en tout cas avec les anciens modèles, c'est on peut faire un bypass du générateur, c'est-à-dire qu'on peut envoyer directement du NaCl dans les tubulures sans éluer pour autant le générateur. Maintenant, un petit aspect plus pratique sur les contrôles qualité que l'on fait au démarrage de l'injecteur. Donc, comme j'ai dit, ils se font de façon automatique. Il faut quand même aussi penser que ça dure en moyenne 1 heure. Donc, ce n'est pas à négliger en début de journée. Si les patients arrivent par exemple à 8 heures, faut penser qu'on ne peut pas injecter de rubidium tant que les contrôles n'auront pas été validés. Donc, il y a d'abord des contrôles qualité classiques, contrôle les valves pour savoir si elles fonctionnent bien, contrôle de pression dans l'installation pour voir s'il n'y a pas de fuite au niveau des tubulures ou au contraire s'il n'y aurait pas un obstacle qui perturberait le passage du NaCl. Et après, on va avoir un contrôle de la pompe péristaltique pour voir si elle est capable d'assurer un débit constant. Donc là, le contrôle, en fait, l'injecteur, il va faire passer un volume aléatoire dans les tubulures. Ce volume va être récupéré en sortie de ligne d'injection du patient dans une petite éprouvette. L'opérateur va lire le volume qu'il a récupéré, rentrer la valeur dans le logiciel, et puis le logiciel, il va comparer cette valeur à celle que lui a effectivement fait passer, fait circuler, fait couler. Et il faut que la différence entre les deux valeurs, elle soit inférieure à plus ou moins 2%. Après, on va avoir des étapes de rinçage du générateur pour rincer éventuellement peut-être des impuretés qui se seraient décrochées de la colonne et puis pour faire une purge des tubulures, notamment de la ligne NaCl, une fois après qu'on l'ait branché, des lignes d'injection du patient. L'autre série de contrôles qualité qui vont être faits, on aura d'abord les contrôles qualité classiques que l'on fait sur un activimètre, les mesures de bruit de fond et la stabilité au césium. Et ensuite, on va avoir des contrôles qualité du générateur en lui-même. Donc, dans un premier temps, il va tester la capacité d'élution maximale du générateur et ça va être l'activité maximale que vous allez obtenir à chaque élution durant la journée. Donc pour ça, il fait une élution classique et il envoie cette élution dans un flacon qui est positionné dans l'activimètre. Il fait une mesure de l'activité. Cette activité obtenue, elle doit être très proche de celle qu'il y a eu la veille, en tenant compte évidemment de la décroissance de l'élément pair. Donc elle sera très proche, mais légèrement inférieure logiquement. Et ensuite, le dernier contrôle, c'est la pureté radionucléidique. Donc, pour calculer les taux de strontium 82, qui est l'élément pair, et de strontium 85, qui est une impureté qu'on va retrouver sur tous les générateurs, que ce soit Bracco ou les rubiphiles.
Donc pour ça, en fait, il va laisser décroître l'ELUA qu'il a fait passer dans l'activimètre pendant 30 minutes et refaire une mesure, de façon à ce que l'activité qu'on y retrouve, elle soit uniquement due à ces 2 éléments et évidemment pas au rubidium qui a été élué. Les taux maximum de strontium 82 et 85 qui sont autorisés dans les LUA, ils sont fixés par la pharmacopée européenne, mais les 2 injecteurs, que ce soit le cardiogène ou le rubifil, eux, ils vont tolérer 50% maximum des limites fixées par la pharmacopée européenne. Si on dépasse ces niveaux, là, le générateur se bloque et enfin, l'injecteur se bloque et on ne pourra plus éluer le générateur tant qu'on n'aura pas revalidé le contrôle qualité. Il faut savoir aussi que dans les 2 cas, les injecteurs ont une étape de mise en alerte, donc qui est un peu l'étape intermédiaire avant le blocage de l'injecteur. Par exemple, il faut savoir que chaque générateur, il a un volume d'élution maximale autorisé, donc de 30 litres pour le rubifil et de 20 litres pour le cardiogène 82. Si on dépasse ces volumes-là, c'est pareil, le générateur ne peut plus être utilisé. Mais il y a quand même du coup un seuil d'alerte qui va se déclencher un petit peu avant, donc 20 litres dans le cas du rubifil et c'est 14 litres pour le cardiogène. Donc, quand l'injecteur se met en alerte, on peut l'utiliser, mais il nous oblige à refaire les contrôles qualité quotidiens tous les 4 patients. Ça, c'est le cas du Draximage, enfin du Rubifil. Avec le cardiogène, c'est un petit peu différent. Les contrôles qualité, on doit les refaire en fonction du volume qu'on va éluer dans la journée. Il va mettre des paliers. Et à chaque fois qu'on va atteindre un palier de volume, il va nous obliger à refaire aussi tous les contrôles qualité. Il va se mettre aussi en alerte si jamais les taux de strontium dépassent 20% des limites fixées par la pharmacopée européenne. Donc là, c'est pareil, on pourra l'utiliser, mais obligation de refaire les contrôles tous les 4 patients. Par expérience, si jamais on se retrouve dans ce cas-là, il vaut mieux refaire le contrôle qualité tout de suite plutôt que d'attendre les 4 patients parce que des fois, ça peut être dû, ça nous est arrivé. En fait, c'est par exemple un patient FDG qui vient d'être injecté, qui passe dans le couloir à côté de l'injecteur et ça suffit à se retrouver à lui faire mesurer ce genre de taux-là. Donc plutôt que d'attendre le 4e patient, il vaut mieux le faire dès le début parce que si jamais vous avez beaucoup de patients de la journée, ça suffit à vous mettre en retard d'avoir un retard assez important. Donc j'avais parlé des durées de vie, au début. J'avais parlé de, 6 semaines, minimum, de durée de vie pour le générateur, mais en fait, ça va dépendre du fournisseur. Le Cardiogène 82 aura 6 semaines de demi-vie, le Rubifil aura 8 semaines. Ici, c'est un petit tableau que j'ai pris du RCP du Cardiogène qui présente un peu les activités auxquelles on peut s'attendre en fonction de l'âge du générateur. Donc là, pour le cardiogène, en fin de vie, on a encore plus d'1 gigabecquerel de rubidium dans les LUA. Mais avec le rubifil, on peut aller au-delà des 42 jours. Le générateur aussi ne pourra plus être utilisé, comme j'avais dit, si on dépasse le volume d'élution maximal autorisé. Et si jamais aussi les taux de strontium dépassent les 50% des valeurs fixées par la pharmacopée européenne. Si on s'intéresse là plutôt au déroulement de l'examen, donc on est là sur je prends l'exemple des examens que l'on fait au CHUV. Donc il y a d'abord la phase de préparation du patient, donc où on installe en caméra, on lui fait le CG. Ensuite, on fait le scanner de repos sur 1 à 2 minutes et c'est là où on injecte, on fait la première injection de rubidium. On lance ensuite le PET de repos qui va durer 10 minutes. Et de suite après, donc vraiment sans phase d'attente, on passe à l'examen de stress. Donc on injecte l'agent de stress, donc soit l'adénosine, soit le Rapiscan, puis le rubidium. À savoir que le rubidium s'injecte dès la 2e minute du temps d'injection de l'adénosine. Et ensuite, donc, on fait les PET stress et les CT de stress. Et l'ensemble de cet examen dure à peu près 30 minutes maximum. On est actuellement entre 20 et 30 minutes par examen. Je vous ai présenté ici une petite comparaison en fait des doses, des activités à injecter qui sont préconisées par les 2 fournisseurs, donc on peut retrouver sur le RCP. Donc eux, ils préconisent 1480 à 2200 mégabecquerels par injection, sachant que nous, on a fixé comme posologie 5 à 10 mégabecquerels kilo sans jamais dépasser les 1300 mégabecquerels. Donc on est largement au-dessous
des doses préconisées par les fournisseurs. Notre dose maximum, eh ben, c'est même pas la dose minimale qui est ce qu'on trouve sur les RCP. En fait, 5 à 10 mégabecquerels, ça va dépendre de la caméra sur laquelle on fait passer l'examen, puisqu'on a une caméra ancienne sur laquelle on va utiliser 10 mégabecquerels kilo, puis une plus jeune où on fera du 5 mégabecquerels kilo. Ce que les médecins, là, enfin, ce qui est recherché vraiment, qu'on recherche vraiment quand on fait les examens, on cherche vraiment à faire une durée d'injection la plus courte possible, donc 30 secondes maximum, pas plus. Le RubyFill, il va nous autoriser en fait 2 profils d'injection différents, soit le bolus, où on va vraiment, injecter un maximum d'activité sur la durée la plus courte et une injection plutôt en plateau, donc ça sera plus long. L'activité maximale, elle sera plus faible que celle que l'on a là, mais elle sera plus constante. Ça, c'est intéressant quand le générateur vieillit parce qu'on arrive à injecter vraiment une activité plutôt constante, selon en tout temps de l'âge du générateur. Le problème avec ce profil-là, c'est que, quand le générateur vieillit, ici, bah, l'activité maximale en haut du pic, elle va diminuer et le pic aura tendance à s'élargir. Ça veut dire que pour injecter une même activité, quand le générateur est vieux, il nous faudra plus de temps. Ça, les médecins, ils ont préféré plutôt rester dans l'optique d'une injection la plus courte possible, quitte à injecter moins d'activité. Et donc du coup, par contre, faisant ce choix-là, ça implique qu'en fin de vie d'un générateur, on est obligé d'exclure, une certaine catégorie de patients, les patients obèses notamment, parce que pour eux, l'activité injectée serait plus faible. Et en fait, ils ont choisi vraiment ce profil-là parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir vraiment un maximum d'activité de rubidium au niveau du myocarde le plus rapidement possible, de façon à vraiment démarrer la quantification le plus tôt possible, ce que ne permet pas de faire ce profil-là. Aussi, là, une petite, note par rapport au, RubiFi, c'est qu'il permet, je ne sais pas si c'est le cas du cardiogène, en tout cas avec le nouveau, on peut injecter minimum 37 mégabecquerels. Donc c'est très intéressant, parce qu'on est actuellement en train de faire une étude, de pédiatrie, donc sur des tout petits, nourrissons et là, on arrive à injecter 37 mégabecquerels chez les nourrissons de plusieurs mois. Je vous ai mis là un petit exemple d'une image, qu'on a obtenue d'un PET-CT au rubidium. Donc, je vais essayer un peu de vous la présenter. Dans le tableau, là, on a plusieurs régions, coronariennes, qui vont correspondre à plusieurs régions coronariennes. Chaque fois, ici, on a la quantification du débit de repos, du débit de stress et du débit de réserve. Sachant que pour le débit de stress, il faut que l'on soit à minimum 2 millilitres par minute. Sinon, c'est considéré comme étant ischémique. Chaque région a son petit logo ici qu'on va retrouver sur ce diagramme avec des échelles de couleurs donc, qui vont aller pour la partie verte non ischémique et en violet ici une ischémie sévère. Donc par exemple, on voit qu'au niveau du triangle, on est à la limite d'une ischémie modérée, donc ici. Et après, chaque région sont représentées dans ce diagramme-là qu'on revoit ici. Et on quantifie comme ça les régions ischémiques. Donc là, ici, on a mis en évidence une ischémie au niveau de cette région coronaire ici, qui est une région au niveau de l'artère coronarienne droite. Donc, pour résumer, les principaux intérêts des examens au PET rubidium, ils résident déjà du fait que ce soit par des avantages liés à la PET qui vont permettre d'avoir des bonnes résolutions d'images et une bonne sensibilité. Mais l'autre intérêt, c'est vraiment lié à sa faible demi-vie, puisque d'une part, on pourra faire des examens plus courts, tout en ayant une dosimétrie avantageuse à la fois pour les patients et pour les opérateurs. La principale limite qu'on pourrait y trouver, elle est liée à l'énergie du bêta+, qui est de 3,4 MeV. Donc, ce qui quand même donne des résolutions d'images moins bonnes, par exemple, qu'avec des images au Fluor 18. Les injecteurs, dans les deux cas, ce sont des injecteurs automatisés, quasiment entièrement automatisés, donc qui permettent vraiment, qui sont assez faciles d'utiliser. Ils sont relativement mobiles, donc faciles à déplacer si jamais vous avez deux caméras pour faire les examens au PET rubidium. Et vraiment, ils garantissent une bonne disponibilité du rubidium puisque tout est automatisé de l'élution à l'injection. Et tout ça se fait vraiment au pied du patient qui est déjà installé en caméra. Et une des interrogations aussi actuellement qu'on pourra avoir, c'est le prix parce que c'est un équipement qui est quand même encore actuellement relativement coûteux. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ah, tu as ton écran qui est toujours partagé. Ouais, c'est comme Euh, ça. ouais, non, mais t'inquiète, pas de souci. C'est juste, je préfère te prévenir. Je sais plus s'il est partagé là. Non, là, c'est bon. Ok. On voit simplement ton nom. Merci pour cette Je vais mettre la présentation. caméra. Ouais, très Voilà. bien. Ouais, j'aimerais afficher également. Est-ce que peut-être vous avez des questions au niveau du chat? A priori, je vois rien. Frédéric, Oui. pardon, c'est Bonjour, Karine. bonjour Karine. Ouais, je suis désolée, c'est un peu long à écrire, donc je vais poser ma question Mais à vas-y, l'oral si c'est au possible. contraire, c'est aussi appréciable. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Alors, tu étais peut-être pas là parce que tu dis que vous avez une expérience d'il y a 10 ans, mais comment ça s'est passé pour les médecins au niveau interprétation quand ils sont passés du MIBI au rubidium, que ça a été problématique ou pas? Alors en fait, ils se sont aussi servis vraiment des expériences des centres d'Amérique du Nord, parce que la publication que j'ai présentée, là où ils ont fait leur quantification avec avec l'oxygène 15, quand ils ont validé ça avec l'oxygène 15, ils se sont aussi servis de pas mal de travaux qui avaient été faits un peu auparavant par des centres canadiens et d'États-Unis, où ils avaient aussi validé les quantifications sur 1600 patients, donc ils sont beaucoup basés là-dessus, sur ces expériences des centres nord-américains. Merci. Sur Paris, de toute façon, en France, à l'heure actuelle, il y a eu alors, une seule utilisation, c'était dans le cadre du protocole Ruby, et c'était Bichat, je crois. Et donc, c'est les seuls à Oui, avoir c'était Bichat, oui. cette expérience-là en France. Et donc, effectivement, pour nous, sur le territoire, c'est si tout va bien, parce que les choses évoluent toujours à un rythme qui n'est jamais celui qu'on espère, ce sera premier semestre 2022. En fait, on a fait 3 essais cliniques en France à partir de 2011. C'était un essai clinique européen sur la cardiopathie ischémique de souvenir en 2011. Et puis, il y avait une évaluation de la sarcoïdose cardiaque dans le cadre d'un autre essai clinique qui est PARCS, je crois en 2012-2013. Et enfin, Ruby, celui que tu viens d'évoquer, Frédéric, c'était une comparaison avec les caméras CZT chez les patients obèses et chez les femmes pour l'ischémie myocardique. Et je pense, et Nancy aussi, ils ont utilisé le rubidium 82. Nicolas, vous en êtes servi du coup? De façon très limitée, on n'avait pas du tout la même expérience que Rana. On a eu 3 générateurs. On a eu un recrutement de patients assez limité dans l'essai clinique. Et c'était les premiers modèles de chariots injecteurs qu'on nous a présentés, que Julien nous a présentés. Donc, je ne Gros vais pas dire braco. que c'était une autre époque, mais Mm. un petit peu quand même. Ça a l'air beaucoup plus abouti que ce qu'on a pu manipuler à l'époque. J'ai pas beaucoup d'infos sur le nouveau cardiogène qui est sorti en 2020. C'est vrai que nous, le recul, on l'a plus sur le Rubifil. Donc j'ai plutôt accès, j'essaie d'avoir un peu d'infos, mais c'était pas évident pour le cardiogène. Et pour en revenir sur je sais pas, donc je vois pas d'autres questions forcément là dans le chat, mais du coup, là, en termes de catégorie de patients, vous priorisez pour ce type d'examen parce que donc une des contraintes à l'heure actuelle, c'est quand même la place sous caméra. On peut pas non plus du jour au lendemain placer des vacations complètes de Mm. type cardiologique. Est-ce que vous priorisez pour certaines catégories de patients en particulier ou c'est tout venant et il n'y a pas on va dire de tri, même si le terme est peut-être pas adéquat, mais préalable pour ce type d'examen? Moi, j'ai pas entendu parler de priorisation et c'est souvent des patients qui leur sont adressés directement de la cardiologie. Après, ils ont fait 2 études, donc ouais, plutôt une étude sur des nourrissons et après, ils ont fait aussi des études, une deuxième étude qui est en cours pour faire des études de prédiction pronostic. Mais c'est vrai qu'ils ont actuellement des places limitées aussi, ils peuvent pas faire plus de 4 patients tous les jours. Et une des principales limites, je l'avais dit aussi, c'est vraiment quand il a un fin de vie. Là, ils sont obligés de sélectionner les patients en fonction des poids parce qu'ils ne peuvent pas injecter trop d'activité. L'activité disponible elle est limitée à la fin. Ok. Alors, j'avoue, je posais cette question parce que justement, nous sur notre centre, une des priorisations en termes de patientèle, c'était effectivement les patients justement en surpoids ou certaines catégories Mm. de femmes pour lesquelles on pouvait avoir une qualité d'image qui serait Ouais. qui serait moins qualitative. Donc du coup, c'était une des justifications. Mm.
Peut-être qu'en début de vie du générateur, ouais, ça serait un bon point. Après, s'ils décident, ça pourrait dépendre du profil d'injection aussi. Là, s'ils prennent le profil un peu plus en plateau, peut-être les images, ils arriveraient à avoir des images de qualité, même en fin de vie de générateur sur du patient obèse. Ok. En fin de vie de générateur, il n'y a pas la possibilité d'augmenter le débit justement pour avoir la même activité en moins de temps. C'est ce qu'on faisait avec le cardiogène, l'ancien, quoi, le premier. Ouais. Il y a la possibilité de changer le débit. Et bon, c'était pas très. C'était des paliers, je me souviens que c'était genre 20, 50 ou 30. Il y avait 3 possibilités. Et en fin de vie, on augmentait le débit pour avoir. Actuellement, on peut monter jusqu'à 30 millilitres minute dans le cas du RubyFill. Mais c'est pareil, quand je discutais avec les médecins, ils me disaient que ça leur faisait des temps d'injection trop longs pour eux, qu'ils jugeaient trop longs. Et ils préfèrent vraiment pas, ne jamais dépasser les 30 secondes de temps d'injection. D'accord. Après, ça, c'est plutôt des pratiques liées de centres liées à leur peut-être modélisation de quantification aussi. Et effectivement, pardon, et je sais pas qui a. Et en fait, tu as présenté systématiquement comme protocole repos effort. C'est ce que vous faites chez les patients. Oui, tous les patients repos effort. Sachant que ça te prend au total 30 minutes sous caméra versus des protocoles beaucoup plus, plus longs. Pas forcément, ça dépend quel type de protocole tu fais, mais tu as un intérêt tout à fait intéressant, l'intérêt de ce type d'examen pour tout ce qui est quantification des flux myocardiques. Là-dessus, ça fait partie des sujets qui sont toujours très intéressants pour l'imagerie cardiaque, et là-dessus, c'est un vrai gold standard, donc c'est intéressant ce type d'imagerie, c'est rapide, c'est très qualitatif, donc c'est vrai que ça aide à se positionner aussi à ce niveau-là. Parce que les protocoles, tu peux faire des protocoles en synthé conventionnel qui sont raccourcis pour ce type d'examen, mais là on a un vrai gap, justement pour certaines catégories de patients pour qui en imagerie conventionnelle on aurait quelque chose de moins beau, quoi. Par contre, le prix est un souci. Sur la dosimétrie, en fait, il y avait une comparaison par rapport au MIPI. Finalement, les doses, elles n'étaient pas indiquées qui étaient injectées. C'était par rapport aux doses qu'on injecte en spectre classique ou avec les CZT? Parce qu'on a déjà bien diminué les doses. Oui, c'est spectre classique. D'accord. Non, le gap est quand même beaucoup moins important que... C'est vrai qu'avec une CZT, du coup, l'écart sera moins important. Je pense qu'il faut s'attendre à un écart moins important. Merci. En tout cas, c'était très complet et très intéressant comme présentation. Merci, Julien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'avais une question. Vas-y, je t'en prie, Philippe. J'ai levé la main sagement, donc j'abaisse la main. Merci Julien d'ailleurs pour ton implication dans une thématique cardiovasculaire. Dans ta présentation fait toute la lumière. Alors je m'excuse si la question que je pose, tu as peut-être répondu, parce que j'ai dû m'absenter pendant une dizaine de minutes. D'un point de vue irradiation du patient, donc là on est sur un examen qui va rajouter une CT. Donc, il va apporter quand même une certaine dose d'irradiation, même si à la base, la PET peut-être était moins forte pour le patient. Ça, vous avez de la dosimétrie, vous avez un retour là-dessus? Là, c'est pareil, on a plutôt un retour sur une des publics qui avait été présentée. Je l'avais mis sur une diapo. Ça va dépendre ils avaient fait sur deux types de TEP, une TEP digitale et une TEP plutôt conventionnelle. Et ils étaient entre 1 millisievert et 2 millisievert par examen par patient. D'accord, en incluant le CT. D'accord. Ok. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez des retours, même si on a quelque chose qui est proche du potassium, un retour sur des interactions prévisibles au niveau médicamenteux, alimentaire, ou d'autres choses avec... Là, j'avoue, on n'a pas eu de retour sur ce type-là. Ça serait peut-être intéressant de regarder. Vous appliquez quel type de recommandations pour la prise en charge de ces patients? Les mêmes c'est à peu près les mêmes protocoles que pour niveau préparation que les TEP cardiaques, les scintigraphies cardiaques. Ok, donc vous allez rester sur toutes les interactions classiques vis-à-vis des médicaments sans revenir à quelque chose. D'accord. Merci beaucoup, Julien. De rien.
Et sinon, en termes d'informations pour sur ce type de médicaments, donc, et de dispositifs d'administration, donc sur le territoire à l'heure actuelle, de toute façon, Cardiogène se positionne. Sachant que les démarches sont toujours en cours auprès de l'autorisation sûreté nucléaire pour tout ce qui est importation et pour pouvoir donc ensuite bénéficier de ça sur le territoire. Les chariots d'administration, effectivement, ce sera uniquement la nouvelle mouture de chariot dont on a un retour limité. Voilà, et sachant que de toute façon, la commercialisation ne sera faite que lorsque ils auront assez de chariots d'administration à fournir sur notre territoire, ce qui participe aussi du retard de survenue de ce type d'équipement chez nous. Draximage, voilà, cet équipement dont tu as la chance de te servir, a priori chez nous, il n'y a pas de perspective à moyen terme. Ah, okay. Et ouais. J'avais entendu dire qu'il avait le marquage CE, alors je ne sais pas si c'était aussi qu'il l'avait obtenu. À moins qu'ils aient changé leur politique, mais cela dit, en fait, alors j'avoue, on les a contactés et sincèrement, ils n'avaient pas manifesté de démarche particulière pour une commercialisation sur le territoire français à court terme. Donc, à moins que ça ait changé entre-temps, mais sincèrement, au cours de l'année, on les a contactés et sincèrement, j'ai pas eu de retour sur des velléités de fournir quelque chose chez nous. Après, l'autre possibilité et qui est en cours de développement, c'est une production française d'une société proche d'Aronax et avec un matériel d'administration également élaboré en France. Donc, une sorte de finalement de troisième filière de production de générateurs de rubidium et d'injecteurs mobiles. Donc là, c'est en cours de développement, donc on n'a pas non plus de calendrier, mais donc voilà, il y a potentiellement tout de même un concurrent supplémentaire qui est susceptible de survenir sur le marché, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, en France, ça serait le Cardiogène 82 qui se positionnerait en premier? Ouais, c'est ça. Enfin, la version, voilà, avec le générateur, le système d'administration nouvelle génération, dont il est dit que l'essentiel du contrôle qualité est automatisé. Nous, on nous a évoqué aussi, alors je dis ça pour les autorisations ASN, une source de sodium 22 pour le contrôle qualité au niveau de cet équipement-là. Donc ça fait partie des éléments à faire figurer dans l'autorisation ASN. Petite subtilité. Voilà. Et une question sur la durée d'utilisation. Donc effectivement, à chaque fois, ils communiquent sur 6 semaines d'utilisation. Tu disais toi-même que les médecins n'étaient pas forcément satisfaits sur les débits d'administration en fin de période du générateur. Donc finalement, sur ces 6 semaines, tu as combien de vraies semaines d'utilisation de ton générateur dans des conditions correctes? Ça, j'avoue, je ne leur ai pas demandé. Après, déjà, mais eux, en plus, eux, ils sont plutôt à 8 semaines avec le Draximage. Ils commandent toutes les 7 semaines. Donc, déjà, ils partent du principe que la dernière semaine, ils ne l'utilisent plus. Mais c'est aussi pour un souci logistique, parce que même si jamais des retards de livraison, comme ça leur laisse une semaine de battement avec l'ancien. Le temps. Non, j'ai pas trop de retour sur le seuil à partir duquel il commence à exclure certains types de patients. Je me renseignerai, oui, c'est une bonne question. Et ouais, donc comme tu l'abordais, sur tout ce qui est approvisionnement, etc., vous n'avez pas de soucis, c'est fiable, quel que soit le fournisseur, vous n'avez jamais connu de pénurie Non, très rarement. Et en plus, de toute façon, c'est dès que le injecteur est livré, c'est automatiquement les commandes se font toutes les 7 semaines auprès du fournisseur, donc c'est assez fluide. Il part du principe que les commandes, automatiquement, ils partent sur un rythme de toutes les 7 semaines. Ok, très bien. Ouais, effectivement, ça simplifie les choses. Ok, bah écoute, c'est parfait pour moi. Moi, j'ai pas forcément d'autres questions. Je sais pas, donc quelqu'un, alors j'ai pas fait défiler toutes les mains. Est-ce que quelqu'un a une question pour Julien? Eh ben, écoute, à nouveau, un grand merci à toi, comme le disait Philippe, pour ton implication dans la thématique cardio et puis pour cette très belle présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vous propose une brève petite pause avant la présentation de Sylvain Witty et Chloé Lameza qui portera sur à nouveau le travail d'une thématique de recherche clinique et qui portera sur la grille de surcoût que l'on pourrait utiliser pour valoriser le travail des radiopharmaciens dans le cadre de la recherche clinique et des essais. À de suite.